Bonjour à toutes et tous, je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir Alban Tessier. Alban, bonjour. Bonjour Martin. Alban, ton histoire, on va en parler, il y a beaucoup de choses à raconter, c'est un épisode qui va être très riche de sens et d'émotions. Quand tu as 16 ans, ton frère te passe un coup de fil, vous êtes une famille de 4 garçons, et ton grand frère de 28 ans t'appelle en te disant « Écoute, j'ai eu un diagnostic lié à nos problèmes de vue et je vais devenir aveugle. » Et toi aussi. Enfin, c'est pas évidemment comme ça que ça s'est passé, Ouais. mais en gros, toi, tu as 16 ans. C'est ça. Et tu as un diagnostic qui tombe et globalement, tu sais que tu vas rentrer dans un nouveau monde. C'est ça, ouais. En fait, à 16 ans, alors que j'ai commencé un cursus plutôt vers l'architecture, mon frère aîné m'appelle et me dit bon, tu sais que je voulais me faire opérer pour pouvoir continuer à conduire. Je voulais me faire opérer de la myopie, mais en fait, on a un souci. J'ai quelque chose sur la rétine et on pense qu'il faut que tu fasses des examens aussi parce qu'il est probable qu'on ait un profil similaire. Et donc, on fait cet examen qui est un électrorétinogramme. Et là, on match tous les deux. C'est-à-dire qu'on nous dit, bah, voilà, effectivement, il y a un problème sur la rétine. Donc, l'opération de la myopie, ça ne suffira pas. Et donc, il faut faire des examens complémentaires à Necker. Et là, à Necker, on nous explique ce que c'est qu'une rétinite pigmentaire. On dit que c'est une maladie dégénérative de la rétine qui mène vers la cécité. Donc, forcément, on apprend ça d'un coup. C'est brutal, quoi, hein. Et on nous explique aussi que c'est une maladie génétique et le mode de transmission qui est lié à l'X. Et ma maman est présente lors de ces examens et forcément un sentiment de culpabilité plutôt important, quoi. On comprend bien l'électrochoc, et c'est toujours compliqué de se mettre à la place, mais en tout cas on peut bien comprendre l'électrochoc que ça fait dans une famille, dans la fratrie, le lien à la maman qui apprend ça. Et si on revient sur le parcours, toi tu as 16 ans. Ouais. En gros, parcours scolaire où l'école n'est pas tout à fait adaptée à ce que à toi, Ouais. mais comme beaucoup de gamins. On peut le dire comme ça, ouais. Donc tu décides de partir sur un parcours pro, tu t'éclates dans le dessin parce qu'en fait tu as des prédispositions sur le dessin, l'architecture, etc. Donc quelque chose de très visuel. Ouais. Et à 16 ans, on te dit, ah bah tiens, tu pensais avoir une porte d'un chemin. T'avais trouvé un chemin et en fait d'ores et déjà tu sais que bon bah ce chemin quand même tu vas te battre et quand même pendant quelques mois, années t'arrives à compenser, en fait la porte elle fait que se fermer petit à petit jusqu'au moment où en fait tu peux pas exercer le métier de tes rêves. Ouais, c'est ça en fait, donc milieu ordinaire jusqu'à 16 ans, pas de souci particulier si ce n'est que l'école est difficile pour moi. Enfin, j'ai pas un grand attrait pour l'école, je suis en difficulté, je suis un peu à la marge parce que je suis fort myope. Et donc même si je me débrouille avec ma vision, j'ai 6 et 5 dixièmes à l'époque, j'ai des lunettes en cul de bouteille, hein, c'est les années 80, quoi. Donc très épaisse. Je suis petit, un peu costaud, enfin pas du tout comme aujourd'hui. Et donc du coup, parce que t'es grand et très sec. C'est donc, ça. Tu nous donneras la recette. Ouais. Est-ce qu'on est obligé d'aller traverser un désert à pied? Ouais, bon, non, pas du tout. Et donc oui, j'ai cette opportunité. En fait, j'ai un enseignant qui me conseille d'aller vers le dessin. Et je change complètement ma vision de l'école, quoi. C'est-à-dire que ce qui avait été un calvaire jusqu'à la fin de ma troisième devient vraiment un exutoire et je me réalise complètement sur une section pro, effectivement, un BEP, parce qu'il m'a dit tu rentreras plus facilement par là et tu vas prendre ton pied, il avait raison. Et du coup, assez vite, c'est-à-dire le BEP c'était sur 2 ans, dans la première année, le diagnostic tombe à ce moment-là, quoi. Et donc, au niveau de la famille, je me rappelle, mon frère était révolté. Lui, il était installé, 12 ans de plus que moi, avec sa femme, un enfant. Ouais, surtout que, en fait, ce que tu m'as dit là, enfin, on va pas passer l'épisode sur toi, mais il y a quand même un truc de ouf, c'est t'es myope, tu te dis, je vais faire une consultation pour me faire opérer, pour pouvoir continuer à conduire. Ouais, ça c'était pour lui. Et là, c'est ce qu'il voulait faire. Là, on te dit non. Pas du tout. Ça va pas se passer comme ça. Ouais. Et moi, c'est pareil, je suis dans mon cursus, je m'éclate, et donc je me dis, mais qu'est-ce qu'ils me disent, quoi. Enfin, là, je vois. Oui,
oui, peut-être, d'après ce que j'ai compris, ouais, ça va peut-être baisser, mais quand, bon, après tout, je continue, quoi. Enfin, je n'y crois pas plus que ça. Ouais, à 16 ans, c'est compliqué de se rendre Eh ouais. compte, de prendre conscience. En fait, on prend toujours conscience avec le recul, là, on va mettre des mots, tout ça. Eh ben, exactement. Mais quand Ouais. t'as 16 piges... C'est ça. Mais en fait, il y a une progression qui est quand même assez rapide sur le début. Et donc, je perds la moitié de ma vision en l'espace d'un an, 1 an et demi. Et donc, déjà, à la fin de mon BP, je me rends compte que ça va être complexe, puisque sur tout ce qui est topographique, en fait, j'arrive plus. Petite question de... Alors, ça va peut-être faire bref de comptoir, j'en sais rien, mais Ouais. tu penses que... Est-ce qu'il y a eu un sujet, un lien entre le fait de savoir et que ça se dégrade rapidement? Parce que ton frère, ça a attendu 28 ans qu'il ait le diagnostic, et toi, 16 ans. Enfin, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un lien entre le cerveau on peut se et poser la question. On peut se poser la question. Après, mon frère, oui, à âge comparable, il n'était pas aussi touché que moi, mais bon, après, D'accord, voilà, ok. on a des évolutions différentes. Mais effectivement, à partir du moment où j'ai su, ma maladie a chuté brutalement. Ok. Donc, est-ce que c'est... Alors, on sait que la rétinite, souvent à l'âge de 16 ans, c'est quand même les moments clés. Ok. Maintenant, est-ce que le fait de savoir, ça a amplifié les choses? Ce que je retiens aujourd'hui dans l'évolution de la maladie, qui a été quand même sur un espace-temps quand même assez large, j'arrive dans ma 50e. Donc, ouais, j'identifie bien des moments, par exemple, liés à des temps complexes dans ma vie. Des pertes, par exemple, de gens proches. Et je sais que sur ces moments-là, ou des moments difficiles, il y a eu des baisses d'acuité, ça c'est sûr. Ok. Donc là, tu te reprojettes, tu te reparamètres un peu dans ta vie. Tu comprends que tes relevés et ce que tu aimais faire dans le dessin, la topographie, tout ça, globalement, c'est plus possible. Du coup, Ouais, je vais faire court, mais bon, oui, ça a été un moment assez difficile, et donc du coup, j'ai réalisé qu'à un moment donné, donc après j'ai fait un BT études de prix, déjà en essayant de trouver une voie un petit peu différente et pas être pleinement sur l'archi. Ouais. Et au bout de 3 mois, j'ai pas tenu, quoi. C'est-à-dire, j'arrivais plus à suivre les cours, ça avait encore baissé. Je rattrapais, j'avais un ami qui prenait tous les cours et qui me les redonnait, je les reprenais le soir, ainsi de suite. Enfin, c'était on avait des cahiers de normes à lire avec des trucs écrits tout petits, c'était hyper complet, c'était pas informatisé comme aujourd'hui, non, pas du tout. T'avais pas le résumé de ChatGPT de la norme. Bah ouais, voilà, et donc je me suis dit, je vais jamais tenir, quoi. Et l'école, enfin en tout cas tout cet environnement-là, est-ce que à cette époque, t'as été accompagné? Est-ce qu'il y avait un lien avec eux, ou est-ce que globalement... Non, pas plus que ça, et à la fois, j'avais pas la connaissance de la maladie que j'ai maintenant. C'est-à-dire que j'étais pas en mesure d'en parler plus que ça. Enfin, moi, je connaissais pas le handicap avant, j'avais jamais été confronté à d'autres déficients visuels. Voilà, ça me tombait dessus, et au départ, on est perdu. Enfin, on n'a pas été forcément guidé très bien au début pour avoir les informations. Et je pense que c'est aussi un élément important aujourd'hui qu'il faut mettre en place. C'est-à-dire, à partir dès le moment du diagnostic, il faut informer les personnes, il faut les mettre en lien avec des associations qui sont en mesure de leur apporter un soutien sur les démarches à mener. Et puis les éclairer surtout sur... et puis le socle de connaissances entre les années 80 et aujourd'hui, il a beaucoup évolué. Ah bah bien sûr. Donc forcément, c'est un peu plus simple de mettre en place des choses, bien que il y a quand même un fossé entre tout ce qui existe et le peu de choses qui sont mises en œuvre dans l'enseignement pour permettre d'accéder et prendre en compte la déficience visuelle, parce qu'en fait, toutes les technos... Enfin là, j'avais un reportage il n'y a pas très longtemps sur un média, handicap.fr, et c'était un jeune DV qui est suivi, Mathis, à la Sorbonne, toute une journée, et tu vois les profs qui font leurs cours et lui expliquent que c'est compliqué d'accéder aux cours, etc. Et moi, ma réaction, c'était pourquoi vous les enregistrez pas, les cours, sur Upload ou n'importe quoi, sur un dictaphone, et puis derrière tu les retraduis dans une IA, et comme ça au moins... Et en fait, un des sujets, c'est que les profs, potentiellement, ne veulent pas que leurs cours soient enregistrés parce qu'ils ont peur que ça fuite sur Internet. Et donc là, on voit bien que c'est des mondes qui se confrontent, qui se parlent, avec sûrement plein de bonnes explications des deux côtés. Enfin, je veux dire, moi, je suis pas enseignant dans l'enseignement supérieur, donc j'imagine qu'ils ont leurs raisons.
Mais... Oui, il y a certainement des raisons. Après, c'est pareil, est-ce qu'ils réalisent en fait les besoins des personnes? Est-ce que déjà, est-ce qu'ils ont été formés? On peut dire que non. La plupart du temps, ils ne sont pas sensibilisés au handicap. Et donc, il faut différencier quand même, je pense, certains enseignants qui auraient l'envie de faire les choses mais qui ne savent pas comment s'y prendre. Et la personne concernée n'est pas toujours ressource non plus pour dire ce dont elle a besoin. Ça dépend où on en est dans son handicap et comment on est à l'aise pour en parler. Et après, est-ce qu'il y a des services, des dispositifs spécifiques pour accompagner les équipes pédagogiques aussi et l'étudiant. Ouais. Donc ça dépend aussi de tout ce microsystème, s'il est présent ou pas. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce que en fait, j'en ai parlé avec un ami qui a été longtemps enseignant et qui connaît bien ces sujets, et qui me dit, bah oui, mais en même temps, une question à poser à ce jeune, c'est est-ce qu'il prend des notes en cours, parce qu'en fait, il a quand même une capacité à prendre des notes sur sa plage bras, etc. Donc bon, globalement... Et moi, par mon prisme, ce à quoi ça me fait penser, c'est quoi la norme en fait? C'est quoi la règle? Autrement dit, une des manières de statuer sur tous ces sujets-là, c'est de dire on va pas dépendre des uns et des autres de leur compréhension, etc. Mais on va normaliser une méthode de traduction de l'enseignement pour que on puisse dire, à minima, les cours sont disponibles. Je sens qu'on va avoir un débat. Non, mais là, on pourrait en parler longtemps, parce que en tant qu'enseignant, j'étais enseignant pendant 22 ans, et j'ai été formé beaucoup aux pédagogies différenciées, donc on ne va pas me dire aujourd'hui il y a une méthode qu'on peut appliquer et qui est magique, qu'on va appliquer à tout le monde. Ça, directement, je te dis non. Ouais. Moi, je suis plutôt en plus atypique, parce que je n'ai pas une formation d'enseignant traditionnelle, j'ai une formation d'enseignant universitaire, plutôt formation pour adultes, mais avec de la pédagogie différenciée. Okay. J'ai travaillé avec des TSA, j'ai travaillé avec des déficients visuels, des déficients auditifs. Donc voilà, il y a aussi une expérience qui fait que. Mais moi, j'aurais plutôt la facilité de me départir de la norme, me dire ah d'accord, on nous dit de faire comme ça. Mais moi, je ne vais pas faire comme ça. On sent le côté rebelle. Non, mais c'est même pas rebelle. C'est une le fait de se remettre en question aussi tout le temps, et que si on veut se départir des idées reçues par rapport au handicap, il faut aussi que dans le quotidien, ça soit comme ça. C'est-à-dire, c'est avant tout une rencontre avec la personne et un niveau de compréhension mutuelle. Et être enseignant, c'est pas bourrer le crâne de la personne, c'est avancer avec elle, c'est l'accompagner. Donc si on n'a pas cet échange, de savoir comment la personne veut ou peut fonctionner, et ce dont elle a envie, l'énergie qu'elle veut y mettre, parce que c'est pas simple non plus, et comment on peut travailler main dans la main pour avancer sur un parcours qui n'est certainement pas linéaire et qui va évoluer dans le temps, déjà on a fait un grand pas, quoi. En fait, je suis 100% en phase avec toi, et globalement, c'est la problématique de l'école et du standard. Parce que en fait, on a à peu près le même parcours, le avant-après et le passage par la filière pro, parce que c'était plus passionnant. Ouais. Ce que je voulais dire par la norme, et pour être plus précis dans le propos, c'est que je pense qu'on a un socle de base et un standard dans l'école. Dans ces standards, on serait tout à fait capable d'appliquer des règles pour rendre accessibles les cours à Pierre, Paul, Jacques en fonction de ses capacités, et notamment en ce qui concerne la déficience visuelle. Il y a un vrai sujet autour de comment je te libère de la charge cognitive, de la prise de notes et tout ça, et tu as un audio ou quelque chose qui est retranscrit à la fin du cours, et c'est facile à mettre en œuvre, ça coûte rien. Mais oui, bien sûr. Et c'était plus ce que je voulais dire, c'était en gros, tu as ce truc qui devrait être en fait un socle de base en 2025. Et il y a ce qui fait la différence entre pas un bon et un mauvais chasseur, mais un bon et un mauvais enseignant. On se souvient tous du prof qui a pris soin de nous, on se souvient tous du prof qui nous a plus touchés, parce que il a fait l'effort de nous comprendre. Il a eu une attention particulière. Ouais. Et quand tu es neuroatypique, ou quand tu as un besoin spécifique, que ça soit du handicap ou autre, en fait, on s'en fout. Celui qui fait plus attention à toi, tu t'en souviendras toute ta vie, et on est tous humains, capables de citer le prénom d'un prof ou d'une prof qui nous a marqué, même en primaire, alors que... Complètement.
Je suis complètement d'accord avec toi. Madame Sartor. Merci. Non, mais c'est vrai qu'il y a un côté, tu vois. On se rappelle des bourreaux aussi, quoi. Et on se rappelle, on se rappelle des mots. On les citera pas. On leur fera pas ce plaisir. Non, on leur fera pas de pub. Non. Ok, donc du coup, tu arrêtes l'école d'une manière un peu vagabonde parce que tu décides de plus aller en cours sans le dire à tes parents et sans prévenir personne. Sauf que ça tient quelques jours. C'est ça tient pas longtemps. J'erre pendant 3 jours dans les rues de La Roche-sur-Yon où j'habite à ce moment-là. Et puis au bout d'un moment, je dis ça va pas durer. Donc je vais déposer ma DEM au CPE du lycée. Et puis je sais plus, un jour ou deux après, j'évoque avec ma mère. Je lui dis bon, bah, voilà, de toute façon, je vais au lycée, effectivement. Enfin, je vais devant. Et puis après, j'y vais pas, quoi. Donc, Ok. et donc, je lui explique un petit peu parce que il y a eu tout un moment où c'était difficile de parler de la maladie à la maison, aussi bien avec mon frère qu'avec ma mère. Ma mère culpabilisait, ce que je te disais. Mon frère, il était révolté, il comprenait pas ce qui lui arrivait. Ça a créé de la tension avec... Ton papa avait un métier où il bougeait beaucoup. C'est ça, mon papa était routier. Ouais. Donc, t'as passé, j'imagine que du coup, vous avez passé beaucoup de temps avec ta maman. Oui, maman très protectrice, pardon. Ouais, le retour à la maison dans la bagnole, ça devait être sympa, le retour de Necker. Là. Ah ouais. Bah là, c'est mon père qui conduisait. Ouais. Ma maman était devant. Bah, je crois que de la sortie de Necker jusqu'à la maison, il n'y a pas eu une mouche qu'on a entendu voler, quoi. Putain, ouais, C'était assez plombé, quoi. Et c'est un sujet que vous avez pu... je veux dire, je pense que un des sujets pour le parent, c'est de s'en vouloir, mais globalement sur à peu près toute la question de l'éducation et autres, en fonction de comment on est et comment on est câblé, il y a un espèce de... Forcément, tu t'en veux, et quand tu as un sujet de santé, bah, tu t'en veux encore plus. Ouais. Mais toi, tu lui en as voulu? Mais non, pas du tout, puisqu'on nous expliquait que en fait, la maladie, elle avait sauté plusieurs générations, que les femmes étaient porteuses, mais sans le savoir. Et donc, à l'époque, en plus, il n'y avait pas le diagnostic génétique qu'on peut avoir aujourd'hui. La preuve, c'est que le gène, il est identifié chez moi que depuis 2023. Donc c'est quand même très 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 récent. Et vous en avez parlé après? Vous avez pu, je veux dire, à quel moment tu as réussi à percer le truc, et est-ce que ça se... c'est peut-être pas le cas d'ailleurs. Ouais, avec ma mère, on n'a pas vraiment réussi. Hein. Okay. C'était vraiment... non, elle était dans la culpabilité, et après... c'était plus fort qu'elle. Hein. Après, bien sûr, on parlait quand même de mon quotidien. Elle voyait bien ce que ça produisait avec le temps, et elle était, je voyais, très attentive à ça. Mais rentrer dans le vif du sujet et aller plus loin, la question s'est reposée un petit peu quand j'ai eu mes enfants. On en a parlé à ce moment-là, mais c'est pareil, on n'avait pas le niveau de connaissance autour de tout ça. Après, avec mon frère, on s'est beaucoup plus liés. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment un peu difficile. Ouais. Et puis, moi, j'ai été confronté à une difficulté de reconnaissance par les MDPH de l'époque, qui s'appelait la Cotoret. Okay. Et donc, j'ai été en procédure pendant plusieurs années, 4 ans. Okay. Et mon frère a été d'un soutien important. Et là, oui, le fait qu'on puisse échanger et qu'on partage les mêmes problématiques, ça nous a soudés. Ouais. Ce qui est intéressant dans les fratries comme la vôtre, à 4 enfants, c'est que ton lien, généralement, est plutôt avec celui qui est le plus rapproché en termes d'âge. Oui. Et donc, en fait, 12 ans d'écart, avec ton grand frère, on voit bien à quel point ça peut avoir... on peut avoir de la distance, parce que globalement, quand toi, tu as 10 ans, il est déjà parti de la maison, etc. Ah bah oui, complètement. Et là, en fait, ça a créé un lien. Et on s'est découvert à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on n'a pas été... On peut dire qu'on n'a pas été élevés ensemble. Hein, donc, moi, j'ai connu mon frère sur le tard, effectivement, comme un grand frère qui venait chercher son petit frère, le sortir, machin. Et puis après, quand j'ai eu ces difficultés-là administratives, il a été d'un soutien hors norme. Et voilà, il a joué le rôle vraiment du frère aîné qui est là. En plus, c'était un personnage. Hein. Mon frère, il était un grand costaud, baraqué, pas du tout le même charpente que moi. Et c'est quelqu'un qui, dans les fêtes de famille, mobilisait autour de lui. Donc, il avait une aura particulière aussi. Ouais. Il est plus là? Non. Il est parti à l'âge de 45 ans, assez violemment, puisqu'il a fait un arrêt cardiaque et ça lui a laissé aucune chance.
Ça a créé de la distance ou un rapprochement avec tes autres frères. La maladie, enfin de découvrir ça, qu'est-ce que ça procure, et notamment avec ton frère dont t'es le plus, je suis désolé, je ne connais pas les prénoms. Donc, Ouais, Christophe, le deuxième, Bruno le troisième, et puis mon frère aîné Karl, celui qui est petit. D'accord. Et donc, donc c'est Christophe dont tu es le plus proche en âge, ouais, 6 ans. Ouais, j'ai 6 ans. Et ça a créé un lien particulier ou une distance à l'inverse, ces questions de handicap. Enfin, en gros, comment, quand tu découvres cette différence... Je dirais pas une distance, non. Je pense qu'il y a eu quand même un instinct de protection de mes frères, de mes deux frères qui n'étaient pas touchés. C'est vrai qu'ils avaient une vigilance particulière. J'étais le petit dernier, donc j'étais le petit à sa maman, quoi. On peut le dire, le petit chouchou. Et non, ouais, quand j'ai eu ce moment-là difficile d'arrêt de l'école et où j'avais pas de solution avant de reprendre une formation, ils ont été très présents. J'allais chez les uns, j'allais chez les autres. Alors ils me trouvaient tout le temps un petit truc à faire et comme ça, je gardais les enfants des plus grands. D'ailleurs, j'ai tissé des liens super avec mes neveux et nièces. T'as l'air d'être un bon tonton. Je pense que t'es un bon tonton. Ah ouais, faudrait demander, mais oui, je pense à une notamment qui dit mon tonton tout le temps. Et c'est rigolo. Mais enfin, il y a eu une bienveillance de la part de mes frères, peut-être des fois avec certaines maladresses par mes connaissances du handicap, mais c'était encore une fois, c'était pas intentionnel. Et non, ils ont été présents, complètement. Dans ce parcours, tu découvres pas loin de chez toi un centre spécialisé. Ouais, en fait, j'ai la chance d'avoir quand même de la part de la Cotorep une RQTH qui me permet de pouvoir accéder à la formation pour adultes. Donc, je me dis, l'éducation nationale, visiblement, ça va être compliqué d'y retourner. Et là, il y a une personne donc, de l'AFPA qui me dit, on peut vous proposer 2 formations assez rapidement. Donc, une formation de kiné à Grenoble ou alors télémarketing à Nantes. Ce qui est en fait la base des formations pour déficients visuels. C'est dans le catalogue lambda, quoi. Non mais c'est un sujet, j'en parle à chaque fois et plus ou moins en rigolant avec mes invités quand ils sont concernés. Mais c'est vrai que quand tu es aveugle en France, tu as le droit d'être kiné parce que l'IFM-KDV a fait le job et que là, télémarketeur. Ouais, avant il y avait standardiste. Ouais, au standardiste. Un petit peu évolué là. Voilà. Et le reste, c'est débrouille-toi. Alors il y a des gens comme Mathieu Juglar qui est avocat, comme il y a quelques exceptions. Oui, il y en a qui ont réussi à aller au-delà. C'est vrai que quand on passe par les services d'insertion quand même spécifiques un peu, c'est toujours un peu fléché quand même. Et donc là, toi ton choix s'oriente. Ouais, je suis jeune, j'ai une petite amie qui est récemment, je me dis, allez, je vais au plus près, comme ça au moins on pourra se voir plus. Et je me dis, kiné, en plus, c'est des études à reprendre, tout ça, je ne sais pas si ça va me plaire. Je vais faire télémarketing et puis je vais gagner des sous, quoi, surtout. Et donc voilà, je fais ça, et là, je découvre vraiment. Alors je déteste parler du monde du handicap parce que pour moi on vit tous dans le même monde. Mais là vraiment à ce moment-là, on est en 96, j'arrive dans un institut spécialisé qui est à Nantes mais qui n'est pas vraiment à Nantes, c'est-à-dire il est en pleine pampa à 12 km du centre-ville de Nantes. C'est une sorte de lieu retiré. Alors c'est magnifique, ça fait 16 hectares, c'est l'Institut Léo Thébaudière, il n'y a que des déficients visuels. Peut-être réexpliquer aussi ce que c'est cet institut. Ouais, c'est un établissement qui est important quand même, parce qu'il a été mis en place en 75, on se rappelle la loi d'orientation du handicap, c'est 75, c'est Simone Veil, il a été inauguré par Simone Veil, c'était un établissement de la fonction publique hospitalière, c'était un peu un joyau, le fleuron du lancement de la loi de 75. Donc loi de 75, c'est première loi sur le handicap, et Simone Veil à cette époque-là, c'est la Simone Veil dont on parle encore aujourd'hui, et donc quand elle vient en hélicoptère inaugurer le centre, ça veut dire quelque chose et ça place Nantes sur la carte à ce sujet-là. Enfin, la proximité de Nantes. Non, mais tout à fait. Ouais, c'est quand même. Ouais, c'était un moment important et ça a été un établissement qui a été à la pointe. Vraiment, oui, je te dis, 16 hectares. Je ne sais pas combien d'élèves étaient accueillis à l'époque, mais voilà, c'était.
encore une fois, je pense que ce qui pouvait se faire de mieux à ce moment-là. Enfin, bon, prêche peut-être pour un établissement où j'ai travaillé, donc après. Oui, parce que alors, on le dit maintenant, mais c'est vrai que tu auras passé entre la première fois où tu passes la porte et aujourd'hui, tu auras passé quelques années dans cet établissement. Ouais, 22 ans en tant que professionnel et puis 2 ans en tant qu'usager, quoi. Donc, alors, tu fais une rencontre au détour d'un couloir dans cet établissement, et quand tu m'as parlé de cette rencontre, je sais pas ce qu'il s'appelle Michel ou pas, mais moi, dans l'image mentale que ça m'a gravé, c'est Coluche, Renault, enfin, ouais. Tu vois, cette époque Ouais. des blousons noirs et de cette France des motards et des rebelles et des gens qui se disent ouais, bon, il y a des règles, mais en fait, on peut faire différemment. Je pense que ça lui va très bien, en fait, pour ceux qui l'ont connu. Et ouais, j'arrive sur une présentation de l'établissement. Enfin, je viens visiter, et donc, je suis avec le directeur pédagogique qui me reçoit dans son bureau. Puis après, on va faire une visite des locaux. Et au détour d'une porte, en fait, on rencontre Michel Point, qui est le référent de la formation. Et à ce moment-là, le directeur pédagogique, bien sûr, me le présente. Et il présente en l'espace de 30 secondes comme ça. Il me dit, voilà, je te présente Michel. Michel, c'est le référent de la formation. Il est aveugle. Il y a pas de, tu vois, ouais. On n'utilise pas des mots, c'est direct. Il a une rétinite pigmentaire, ok. Et Michel, il est un petit peu atypique parce qu'il prépare le Dakar en tant que copilote. Bam. Et donc, en l'espace de 30 secondes, moi, ça tourne dans ma tête dans tous les sens. C'est-à-dire que il a une rétinite pigmentaire, comme moi. Ouais. Lui, il est aveugle. Moi, je le suis pas encore, mais certainement ce qui va m'arriver. Et quand je vois les élèves dans l'institut, là, je suis confronté, moi aussi, pour la première fois, en fait, à des personnes qui ont les mêmes problématiques que moi, enfin, plus ou moins importantes. Et au monde du handicap, juste parce que avant, pour toi, le handicap, c'est un monde que tu ne connais pas, un monde à part. Que je ne connais pas du tout, en fait. Il est même presque inexistant. Ouais. Oui, j'en entends parler. Ouais. Oui, on voit des gens en fauteuil, mais à la rigueur... Et puis dans les années 90, c'est... encore aussi présent. C'est ça. C'était pas inscrit comme ça dans les médias comme on peut l'avoir aujourd'hui. Et il fait le Dakar. Et donc il fait le Dakar. Et je me dis non mais attends. Le Dakar pour les plus jeunes, c'est une course. Ouais, automobile. Course automobile. Un non-voyant dans une course automobile. Et en fait c'est lui qui va guider le pilote, quoi. Ouais, ok. Bon, va falloir qu'on m'explique un peu quand même. Est-ce que c'est une blague caramba ou est-ce que c'est... Bon, après c'est quelqu'un qui avait énormément d'humour, donc il a éclaté de rire tout de suite. Et puis après, voilà, pendant 2 ans, j'ai suivi ses cours. Moi, après, je suis parti travailler pour une filiale d'un groupe bancaire pendant un certain temps. Et on a gardé le contact. Et sur ce projet Dakar, après, je me suis rendu compte que il y avait beaucoup de difficultés, beaucoup de freins liés à la fédération qui lui mettaient des bâtons dans les roues parce qu'un copilote doit aussi avoir le permis. Ah ouais. Bizarrement. Il est censé pouvoir prendre le volant. À la rigueur, on peut intervertir. Ça ne se fait pas, mais ça pourrait se faire. Et donc, il lui refusait cette licence. Il a été chercher une licence d'une façon, en faisant... encore une fois, c'est quelqu'un qui avait de l'humour. Il est allé en Côte d'Ivoire pour chercher une licence. Donc, une licence ivoirienne pour un non-voyant, c'est quand même pas mal. Il est allé jusqu'au bout de la blague. C'est ça, jusqu'au bout de la blague. Et donc, dans toutes ces difficultés où il y a eu un combat contre la fédération, où il a mobilisé toutes sortes de personnalités, que ce soit Philippe Streff, ancien pilote de F1 qui était en situation de handicap, Roselyne Bachelot à l'époque qui était députée. Qui était déjà là. Il allait frapper à toutes les portes. Il allait frapper à toutes les portes. Et au final, il a eu, la veille du départ, le droit à être dans un véhicule d'assistance. Plutôt que dans le véhicule de course. Mais en même temps, c'est déjà... Alors lui, ça devait être horrible pour lui parce que c'est un échec. C'était un échec, mais bon, il était quand même copilote sur le véhicule d'assistance. Mais bon, c'est déjà une avancée. Ça avait un petit goût amer quand même. Pour lui, évidemment. Mais par contre, pour la cause, bien sûr, ça veut déjà dire que c'est un premier pas, quoi. C'était possible, il avait le pied dedans. Et il a vécu l'événement. Juste pour la petite anecdote des permis, parce que c'est un sujet quand même qui est rigolo. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui deviennent déficientes visuelles par un accident et autres, mais qui voyaient avant.
on ne te retire pas le permis au moment où tu deviens aveugle? Eh bien, pas forcément. Ça dépend, Ce qui est quand même un truc. ça dépend des médecins ophtalmos. Certains vont faire la démarche pour qu'effectivement, il y ait une restriction. Ouais. Mais pas toujours. Ouais. Mais moi, je trouve que c'est quand même... j'ai envie de faire un gag depuis très longtemps. Tu sais, de passer devant un commissariat avec la canne blanche par la fenêtre et avec un mec qui serait contrôlé en ayant le permis, en étant aveugle. Non, mais en vrai... au-delà de la blague sur... parce qu'évidemment, je ne connais pas un vrai aveugle qui conduise au quotidien. Il y a toujours la blague entre potes bourrés sur sûr. un parking, machin. Bon, ça, ok. Ouais. Mais une des problématiques qu'on a, c'est sur les personnes vieillissantes. Il y a encore eu un accident dramatique avec un jugement il n'y a pas si longtemps que ça, avec une dame très âgée qui a tué une enfant, une jeune enfant... certainement, alors je vais pas faire du média de balle, donc je vais pas le dénouement, mais globalement, on voit bien la problématique des personnes très vieillissantes qui tout à fait. perdent la vue, et en fait, c'est quand même un vrai sujet. Mais ouais, c'est ce que j'allais dire. Il y a un sujet aussi sur les maladies dégénératives comme la mienne, c'est-à-dire que quand bien même j'aurais eu mon permis, qui à un moment donné va me dire stop. Je te dis encore une fois, certains ophtalmos ont cette approche qui est d'ailleurs plus ou moins bien vécue par les patients, parce que c'est aussi difficile. Mais oui, à quel moment on arrête, à quel moment on prend conscience qu'on n'est plus apte à conduire. C'est un vrai sujet. Il y a de quoi faire là-dessus en pérédance. Donc, rencontre avec Michel, le Dakar, ça a un goût amer pour lui parce qu'il a un véhicule d'assistance, mais toi, ça me plante quand même une graine de la capacité du dépassement de soi et de... Ah mais complètement. Et si Michel fait ce projet, c'est-à-dire qu'il y a un pilote qui est venu le chercher, c'est-à-dire le Nicolas Richard qui était à l'époque pilote moto, et, curieusement dans le club de moto de mon père, c'est assez dingue. Et vient le trouver parce qu'il a vu un reportage sur France 3 sur les outils d'accessibilité, les outils de compensation. Et il a eu cette présence d'esprit de venir le solliciter. Alors, il est tombé sur le bon personnage parce que Michel, il n'a pas fallu qu'il réfléchisse 30 secondes. Il a dit oui tout de suite. Il a dit je suis partant. Il était chargé d'insertion et en fait, il voulait démontrer aussi aux employeurs que quand on adapte un poste de travail, on rend accessible les choses, même si de prime abord, on pourrait se dire que c'est pas possible. Et il voulait utiliser ce vecteur, ce projet Dakar, justement pour démontrer ça. Et donc à ce moment-là, ils ont créé l'association à perte de vue. On était donc en 96. Et puis ils faisaient tout un tas d'actions autour de ce projet-là, dans les écoles, dans les entreprises, en utilisant ce focus du projet pour démontrer comment c'était transférable dans le quotidien des personnes, dans l'emploi, la scolarité, l'accès au sport, la culture, ainsi de suite, quoi. Et donc moi j'ai rejoint le projet, je l'ai rejoint sur le projet Dakar, c'est début 2000, parce que le projet c'était 2003. Vu les difficultés qu'il rencontrait, c'était de faire de la com en fait, communication web, donc création d'un site internet. Je ne connaissais rien, et là je venais de quitter le milieu bancaire et je pensais pouvoir retrouver du boulot facilement, mais non. Et donc du coup je me suis dit tiens écoute, je vais peut-être te faire ton site internet si tu as besoin de com. Donc j'ai appris. J'ai fait le site internet, après on a fait la communication presse aussi, et puis le projet a eu lieu. Et une fois tout ça fait, Michel il a dit j'ai envie de faire autre chose. Et donc moi je traverserais bien le désert tunisien à pied, en solitaire, en autonomie complète sur 10 jours. Okay. C'est une bonne idée, Michel. D'accord. Et tu vas faire comment ? J'ai réfléchi. Alors, j'ai besoin de ça et ça. Et puis, il faut que j'aille voir telle personne, et ainsi de suite. OK. Et à l'époque, on est, comme je disais, début des années 2000, il n'y a pas franchement de GPS adapté. Il y a le tracker, il me semble. Je crois qu'il y avait le Captain, peut-être un moment. Captain est arrivé un peu plus tard. Captain, je pense que c'est plutôt 2008-2009. Ouais, c'est plus tard que ça. Et donc, il a fallu, en fait, qu'on bûche sur quelque chose qu'il fallait créer. Et on a travaillé avec l'école centrale de Nantes qui a développé un outil sur PDA à l'époque. Il n'y avait pas de smartphone. Oui, c'est ça, parce que en fait, pour rappel, le premier iPhone c'est 2007. Et donc on est avant. Et enfin même 2007, moi quand je faisais de la route
pour Okinea en 2009-2010, on imprimait des mappis. Ouais. Je veux dire, il n'y avait pas les GPS comme on a aujourd'hui, les Waze, les Google. C'est ça. Donc tout ça, la question de la géologue et des applis de géologue, c'est plutôt 2012-2013, ça commence à avoir un peu de coffre, quoi. Ah ouais, et puis l'utilisation du tactile pour les non-voyants, au départ, on n'y croit pas. Hein. C'est ça. On se dit, non, mais n'importe quoi. On remettait, je me rappelle, sur les téléphones tactiles, les sortes de petites housses avec des trous dedans. Là, pour la petite anecdote, Captain, donc, qui était un GPS vocal créé par Aram Ekimian et donc la société Capsys, quand ils créent le Captain, à la base, eux, le marché qui cible, c'est le marché des motos. C'est les motards. Des motards. Ouais, c'est ça. En disant, quand t'es motard, tu peux pas appuyer sur ton GPS, donc on va vocaliser. Et en fait, il n'y a pas d'écran. Il n'y a pas d'écran, c'est tout en vocal. Ouais. Le monde de la moto se l'approprie pas forcément. Et par contre, le monde de la déficience visuelle se l'approprie à fond. Nous, on avait fait un partenariat avec eux sur le déclenchement des feux sonores. On avait créé le Captéo, parce qu'on s'appelait EO Guidage à l'époque. Et Aram, je me souviens bien, qui découvre ce monde de la déficience visuelle. Et ça a donné aujourd'hui la société Capsys, qui fait partie des sociétés qui ont structuré la question de la téléphonie pour les personnes déficientes visuelles, avec des solutions dédiées, accessibles et tout. Donc c'est assez marrant comme le monde de la déficience visuelle permet la performance et l'innovation. On en sait quelque chose parce qu'on a créé Evelity en géolocalisation indoor en partant de cette problématique-là. Mais c'est vrai que la question de la géologue et des applis et du tactile, dans les années 2000, on n'en est pas du tout à ce qu'on sait faire aujourd'hui. Ah non, du tout. Et donc du coup, il se lance à fond là-dedans. Donc c'est des années de test. Moi, je travaille beaucoup sur la partie technique. Là, en fait, je fais le pont entre l'école centrale et Michel, et puis les tests qu'il peut faire sur le terrain. Et je me rappelle, il y avait le boîtier GPS qui était un bloc qu'on avait séparément d'ailleurs. C'était pas dans le PDA. Il fallait le rentrer dans l'ordi avec une carte PCMCIA pour le programmer, et ainsi de suite. Enfin bon, bref, c'était tout un truc. Hein. Et voilà, donc il se passe un certain nombre d'années, les tests sont concluants, il y a tout un tas de choses aussi à mettre en place autour. On arrive 2010, Michel prend sa retraite, et il est prévu que dans l'année qui suit, il fasse ce projet-là. Et malheureusement, il déclare un cancer rapidement, et il est emporté au bout d'un an, donc sans pouvoir aller au bout de ce projet. Et donc au niveau de l'association, on est complètement abattu, quoi, hein. C'était vraiment quelqu'un qui avait une personnalité forte. Moi, vous l'avez compris, tu l'as compris, c'était mon mentor. Quelqu'un avec qui j'avais tissé des liens. Donc on travaillait au même endroit, ça veut dire que le matin on prenait le bus ensemble, à 10h on prenait le café, à midi on mangeait ensemble, on descendait sur le gymnase ou sur le terrain de foot pour faire les tests. Et le soir, on se rappelait à 5h, une fois qu'on était rentré, pour débriefer, quoi. Et on passait 1h30 au téléphone. Et c'est 10 ans de projet en plus, où voilà, t'es lié à un truc qui... je veux dire, c'est juste avant d'aboutir que... Oui. Et on se dit, déjà, on était hyper haletant sur ce projet, à fond. Et là, on arrive au bout, quoi. Il a le matériel, il a le chariot de trek, il a défini toutes ces procédures pour traverser le désert, comment trouver les puits, tout est en place, quoi. Et là, boum, quoi, tout s'arrête. Et ça nous assomme tous, hein, au sein de l'asso. Moi, à l'époque, je suis qu'adhérent, mais du coup, je rentre dans le CA. Toi, ta situation à cette époque-là, tu vis avec quelqu'un, tu as des enfants, c'est quoi Moi, là, à ce moment-là, professionnellement, je travaille à l'Institut, donc je suis enseignant. Je suis marié. Là on dit 2010, donc je me suis marié en 2006. Et j'ai mon premier enfant en 2007, le deuxième en 2009. Donc tu as tes 2 filles. Voilà, j'ai mes 2 filles. Mais j'ai perdu mon frère aussi en 2009. Et tu as perdu ton frère en 2009. Et donc c'est une période un peu dure, parce que j'ai perdu mon frère, j'ai perdu Michel. Il y a eu d'autres décès aussi de personnalités importantes autour de moi. Et là, j'ai une période où physiquement mon corps lâche, quoi. Je suis pas bien. Donc je me rappelle de cette réunion où on se dit on maintient l'assaut, et puis on accompagnera une personne déficiente visuelle qui voudra reprendre le projet éventuellement, puisque tout est en place. Mais moi, alors là, je suis déjà, de base, faut le dire,
À cette époque-là, je suis encore introverti, je ne suis pas très communicant, je ne suis pas sûr de moi, je ne suis pas aventurier du tout. Je fais du sport, mais je ne suis pas compétiteur. Je lance des petits défis. J'ai toujours eu envie toujours eu cette idée-là de me lancer des petits défis perso, mais bon, voilà, c'est tout, quoi. Je suis plutôt à faire du sport une fois de temps en temps, être sur mon canapé, et voilà. Et tu es plutôt dans un quotidien de dépression que de... Non, pas de dépression. Non. Pas de dépression quand même, mais la perte de mon frère m'a mis un gros coup. En plus, c'est une maladie cardiaque, et je faisais beaucoup de vélo, ça m'a... voilà, j'ai eu peur. Okay. Je me suis dit, est-ce que je continue à faire du sport avec de l'intensité ? Okay. Et en fait, plutôt que de continuer à en faire tranquille, j'ai tout arrêté, quoi. Et là, j'ai fait une décompensation musculaire importante. Donc, j'ai eu des soucis divers et variés. Et ce qui fait que j'ai commencé à revoir le jour en 2013-2014, où j'ai commencé à reprendre physiquement un peu de peps. Et puis, un jour de 2015, je suis sur mon canapé. Ma femme est partie faire des emplettes avec les enfants. Je viens de regarder un doc à la télé, je ne sais plus ce que c'était, enfin rien à voir, mais bon, bref, j'ai éteint. Et là, je me dis, tiens, mais pourquoi tu ne reprendrais pas le projet de Michel, en fait ? Je ne sais pas pourquoi je me dis ça, hein, mais voilà. Et je ne sais pas pourquoi, c'est pareil, la Tunisie, ça ne me parlait pas. Okay. Et j'avais rencontré une personne bolivienne dans le cadre de mes activités professionnelles. Et puis on a sympathisé par la suite. Et il s'avère qu'elle était directrice d'agence de voyage en Bolivie. Et un soir à la maison, elle vient avec son frère et elle me dit, tiens, j'ai 2000 photos à te montrer de mon pays. Je voudrais absolument que tu découvres mon pays. Ça, on est en 2003, 2004, là, à ce moment-là. Donc je vois encore. Okay. Et au-delà de toute la beauté du pays qui est entre l'Amazonie, les différents déserts et donc le désert d'Uyuni qui apparaît, et là je reste figé, quoi. Okay. Et je me dis, mais ce lieu, c'est dingue, quoi. C'est le plus vaste désert de sel au monde, on est à 4000 mètres d'altitude, c'est 10 000 km² entièrement plat. Il y a des sommets autour qui font 6000, okay. C'est 140 km sur 80. Il n'y a ni faune ni flore. On a l'impression, c'est un truc, c'est lunaire, quoi. C'est lunaire, comme tu le décris. Ah ouais, non, franchement, c'est lunaire. Ouais. Okay. Et je suis loin de me douter de tout ce que je vais vivre après, quoi. Donc, sur ce, ma femme rentre, et moi, je suis trop content. Je me lève de mon canapé et je lui dis, tu sais pas quoi ? Je vais traverser le désert d'Uyuni. Je vois bien. D'accord. Je vois bien le sens moment. La tête se balader à droite à gauche. T'as fumé quoi là ? Mais oui, bien sûr, ouais, c'est ça. Et donc ça me fout un coup, mais alors terrible, quoi. Parce que je me dis, il y croit pas trop, mais bon, à la fois, c'est vrai que je suis peut-être pas trop. Avec le recul. Je suis peut-être pas le bon cheval, en fait. Avec le recul, peut-être que c'était abordé, annoncé d'une manière un peu. C'est ça. Mais du coup, ça me motive. Et puis à la fois, quand je dis ça, je dis rien, quoi. Enfin, je connais rien à l'endroit. J'ai vu des photos, mais je sais pas les conditions climatiques. Je sais pas la géologie du lieu. Je connais pas la géopolitique de la Bolivie, un petit peu parce que mon ami m'en a parlé, mais voilà, j'en sais pas plus. Je sais pas de quoi j'ai besoin pour une telle traversée. Je sais pas en combien de temps. Enfin, quand j'ai dit ça, j'ai rien dit en fait, quoi. Et donc, pendant 3 ans, je vais vraiment être sur de la recherche documentaire d'un côté pour. T'en parles à l'ASSO ? Tu leur dis parce que il y a mais l'ASSO, le conseil d'administration, tu les appelles en mode les gars, Michel, je reprends la suite. Et ça va être ça le projet. C'est ça. En fait, je reprends contact avec la secrétaire de l'ASSO, qui est devenue trésorière, et moi je suis passé secrétaire. Okay. Et je lui dis ça y est, c'est bon, je crois qu'on a la personne pour faire le projet. Ok. Elle me dit non, mais moi j'arrête en fait. Oh là, je dis d'accord. Donc, je ne sais pas si c'était lié à moi. Elle te l'a dit avant ou après ? Non, on n'y croit pas. Et donc, du coup, ça m'a permis de restructurer, de remobiliser des personnes au sein de l'ASSO. Le président restait. Okay.
Mais le reste de l'équipe a changé. On a recréé une dynamique d'une asso qui était un peu dormante en fait, depuis le décès. Il a fallu les convaincre ou au-delà de la secrétaire qui te dit bon bah je oui. Il a fallu les oui. Au début ils t'ont dit non mais t'es barjo ou est-ce que non, qui est-ce ça qui n'a a pas été comme ça, mais j'ai senti comme un. Qui est-ce qui a cru à ton aventure au premier jour? Qu'est-ce qui a cru je pense que Pascal, qui est la trésorière actuelle de l'asso, qui a été secrétaire pendant longtemps aussi, qui connaissait Michel, qui a fait sa formation avec lui. C'est une amie de longue date. D'accord. Alors au tout début, c'est clair, les gens qui me connaissaient, comme j'ai brossé un portrait, peut-être pas très flatteur, mais c'est l'image qu'ils avaient de moi. Donc un petit freluquet, bien gentil, mais en fait on me soufflait dessus et je tombais par terre, quoi. Ouais. Donc, mais après, quand elle m'a demandé, forcément, vas-y, explique, quoi, parce que oui, c'est bien beau. Comment tu vois le truc, quoi. Et à force d'avancer, de présenter les choses. Et puis, je crois que ça a amené aussi tout un tas de questionnements chez eux. C'est-à-dire, oui, non, mais attends, ok, bon, on voit un petit peu où tu veux en venir, mais tu te rends compte que là, tu fais comment par rapport à ça? Et ça, tu fais comment, quoi? Et au départ, je me dis, ah oui, mais c'est vrai, j'ai pas pensé à ça. Ouais. Mais donc, est-ce que c'est pas ça le secret de toutes les grandes aventures? C'est à la base une idée qui paraît un peu folle et surtout une énergie qui est viscérale, parce qu'en fait, pour faire ce que tu as fait, il faut un but qui ne peut être que viscéral, qui peut être que... évidemment que je pense qu'il n'y a pas une minute où tu n'as pas pensé à Michel dans toute ta traversée, c'est un truc qui est tellement profond que en fait, c'est impossible d'échouer parce que cette possibilité-là, tu l'as portée les pas ouvertes, quoi. Non, et puis effectivement, il y avait plusieurs choses. Là, je retiens par rapport à ce que tu dis. Je pense que je me sentais pas hyper légitime non plus au départ, puisque je disais tout le temps, en fait, c'est pas un projet personnel, c'est un projet associatif. Et j'avais dans cette idée de reprise d'héritage, en fait, entre guillemets. C'était un héritage qu'il laissait Michel. Et j'avais besoin, personnellement, de me dire que je portais ça, en fait. Qu'il fallait faire vivre sa sauce, que ce qu'il avait semé avant, tu parlais de semer, il fallait le faire perdurer, quoi. Et je me suis mis une pression dingue aussi par rapport à ça, mais que du coup, tout ce qu'on pouvait dire, ça me motivait encore plus. Et donc, comme tu dis, c'était viscéral, complètement. Et durant 3 ans, je me suis acharné en fait à répondre à toutes les problématiques. Mais alors, je voulais connaître ce lieu sur le bout des doigts. Je voulais avoir la meilleure préparation possible. Est-ce que tu y es allé avant le challenge? Non, du tout. Et est-ce que tu as eu... comment tu as préparé? C'est quoi? C'est des reportages? Est-ce que tu as touché? Est-ce qu'on t'a fait des représentations tactiles du lieu? C'est quoi la préparation du lieu? Du tout. J'avais une image mentale des photos que j'avais vues. Après, beaucoup de lectures en fait sur ce lieu-là. Des recherches spécifiques vraiment sur la géologie. Au niveau météo, mon amie bolivienne qui était partie en Australie a réussi à me remettre en lien avec l'équivalent de Météo France en Bolivie. Et ils m'ont fait un topo personnel. Ils ont rédigé pour moi un rapport d'une 20aine de pages où j'avais les relevés météo des 10 dernières années sur la période que j'avais sélectionné, juillet-août, puisque c'est la saison sèche. Il faut voir que là, à l'époque où on se trouve, on va commencer à voir la saison des pluies, ça va se transformer en lac. Donc la fenêtre, c'est vraiment en gros entre fin juin et octobre, on peut traverser à pied, sinon c'est pas accessible. Donc tout ça, je le découvre aussi. C'est-à-dire que je ne sais pas que c'était aussi bien un lac qu'un désert. Est-ce que tu as un refus, ou en tout cas, est-ce qu'il y a une discussion avec les autorités boliviennes qui disent « Attendez, vous voulez vraiment qu'un aveugle français vienne traverser notre désert à pied ?» Après, j'ai travaillé avec une agence bolivienne, c'est-à-dire que mon ami m'a mis en lien avec l'agence dont elle était directrice, qui existait toujours. Et avec eux, en fait, on a composé toute la logistique autour du projet. Déjà du transport du matériel sur le moment de la traversée, avant la traversée, et pour que j'ai tout ce qu'il faut. C'est eux aussi qu'on fait, pardon, je t'arrête pas de taper dans le micro. C'est eux aussi qu'on fait le relevé en juin quand le salar s'assèche
Donc on fait le relevé de traces avec les points GPS. Et puis après qui ont assuré l'équipe, la safety, l'équipe de sécurité qui devait intervenir en cas de souci. Donc en chiffres, c'est quoi ta traversée? C'est quoi que tu as fait exactement? Alors en chiffres, moi j'ai fait la traversée la grande traversée, donc la plus longue, ouest-est, sur 140 km. Donc on part de Lika jusqu'à Colciani. Et donc, pour ce faire, j'avais choisi de le faire sur 7 jours. J'aurais pu choisir de le faire en bien moins. Hein. J'aurais très bien pu faire une traversée type ultra trail, comme quand j'ai fait le marathon des sables, en me disant allez hop, on y va. Attends, tu as fait le marathon des sables? L'année d'après, ouais. Donc là, tu fais une traversée de 140 km d'un désert en 7 jours dans lequel tu n'as jamais foutu les pieds. C'est ça. Tout seul? Tout seul. En étant déficient visuel. Avec une safety au cas où. Oui, c'est-à-dire, bon, je n'étais pas suicidaire, on avait balisé pas mal de choses. J'avais un téléphone satellitaire, une balise type Argos, un tracking en continu. Donc l'équipe savait à tout moment où j'étais sur le Salar. Moi, je pouvais les contacter avec le satellitaire en cas de problème. Ils étaient au maximum à 2 heures de moi. Et au final, bien qu'ils avaient prévu de rester à un poste identifié tout le temps, ils sont quasiment venus tous les jours sur le Salar. La vision sur le Salar, alors pas pour moi, hein, mais pour eux, elle est quasiment de 20 km. Donc eux, ils se posaient à un endroit, ils mangeaient tranquille, et hop, ils se rapprochaient de moi, ils faisaient des photos. Donc dans l'équipe, il y avait le chauffeur, une personne plus axée sur la technique et l'agence, et le lien avec l'agence locale, le médecin français qui m'accompagnait. Donc ils étaient à peu près 4-5 en permanence. Et oui, des fois, ils se rapprochaient, ils faisaient des photos. Le problème... Sans pour autant que je le sache forcément. Ouais. Quoi. Le problème que tu as quand tu fais une traversée comme ça, parce que 140 km sur 7 jours, les gens peuvent se dire ouais, c'est une grosse marche. En fait, le problème qu'on a, c'est que tu traverses du sel. Donc en fait, c'est un environnement où il n'y a pas de faune, pas de flore, parce que c'est extrêmement... l'environnement brut. salin fait qu'il n'y a rien qui subsiste. Il n'y a rien qui pousse, les animaux n'y vont pas. Donc c'est dans ce contexte-là, c'est un peu hostile parce que ça attaque les muqueuses. On voit tout de suite qu'on n'est pas là le bienvenu. Quoi. Et tu as une réverbération comme sur la neige, ce qui rend le truc très compliqué quand on est déficient visuel, parce qu'en fait, tu te prends une espèce de lumière blanche en continu dans la tronche. Quoi. Ouais. Et donc du coup, pour ça, j'avais mis le max. Hein. Donc j'avais vu avec mon ophtalmo, j'avais des lunettes indice 4. Et puis par-dessus, encore un masque solaire. Donc c'était quand même pas mal. Comment tu dors? Et je dors en bivouac. Donc je marchais moi de 8h à 16h en gros, en continu. Donc pas de pause. Le but c'est de faire le plus de bornes possible. Lever de soleil et coucher de soleil, c'est quoi là-bas à ce moment-là? En gros, c'est entre 6 et 8 ça se lève, et entre 18 et entre 16 et 18 ça se couche. Donc l'idée c'était de poser le bivouac avant qu'il fasse noir, et puis de repartir juste au moment où il fait jour. Et la première nuit, une fois que quand tu démarres, il y a l'énergie, il y a les gens d'arto, ouais, super, bravo, Alban, machin, ok, très bien. Tu fais tes 20 premières bornes ou je ne sais combien. Putain, la première fois où tu t'arrêtes, que tu sais qu'il n'y a rien autour de toi, que tu es au milieu du sel. Ouais, c'est même pire que ça. C'est-à-dire que quand je pars, effectivement, l'équipe allait. Je vois qu'ils sont quand même un peu inquiets, hein, parce qu'ils ont passé les jours de reconnaissance à me dire non, les locaux en tout cas, non, il ne faut pas que tu restes sur le Salar. Tu sais, c'est un lieu. Il y a une très grande croyance en Bolivie. Hein. Ils sont catholiques, mais aussi très attachés à la civilisation inca. Et donc, tout est mystique. Hein. Le Tunupa qui est à côté, c'est une divinité. Hein. Donc si je reste là et que je réveille les divinités, ça leur plaît moyen. Quoi, en fait, hein. Donc pendant le jour de reconnaissance, ils vont passer toute la journée pour essayer de me dissuader. Ouais, t'arriveras pas à planter ta tente. La nuit, il faut pas rester là. Il peut t'arriver toutes sortes de choses. Il y a des monstres. Non, mais c'est vraiment bref. Et donc tout ça pour où est-ce que je voulais en venir Le premier jour, la première fois où tu Le premier jour, voilà. Sur le papier, c'était je fais 20 bornes.
Je pose mon bivouac et puis voilà, ça le fait. Sauf qu'en fait, je mets du temps à m'habituer au GPS déjà sur place. Parce que bon, tu as beau t'entraîner pendant 3 ans, les conditions ne sont jamais réunies complètement. Là, je pars, il fait -10, j'ai un équipement, j'ai 55 kilos sur le dos. Parce qu'il faut bien penser que j'emmène toute l'eau, les vivres, donc 21 litres d'eau, 8 kilos de nourriture. Tu as une luge derrière que tu tires ou un truc comme ça. Voilà, j'ai un chariot de trek où dedans, il y a toute l'eau, il y a le matériel de bivouac, la tente, les réchauds. Oui, c'est pas 20 km de balade avec les lunettes de soleil sur le front. Non, c'est pour ça que choisir, par exemple, de faire la traversée en 24 heures, ça aurait été beaucoup plus simple. Là, de le faire sur 7 jours, c'était aussi de vivre un moment d'introspection et de se retrouver en pleine nature, seul. Et c'était un choix, quoi. C'était vraiment délibéré de se retrouver face à ça. C'est à quel moment dans tout ça où tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là ? Là, déjà, le premier jour, je vais te dire que quand je vois la vitesse où j'avance et qu'à la fin de la journée, j'ai pas relié le point de bivouac qu'on a bien identifié, parce qu'on s'est dit qu'il ne faut pas se poser n'importe où, et que j'ai fait que 12 bornes au lieu des 20, tu te dis, oh là, ça va être difficile. Bon, on verra demain. Et le lendemain, tu repars, et tu refais encore 12 km. Et tu te dis, ça, là, en 2 jours déjà, j'ai pris une journée dans la vue. Donc, la fin du 2e jour, j'emmène pas large. Je me rends compte que 55 kilos, c'est balèze. J'ai une tension importante parce que j'ai mis en place des procédures pour pas faire n'importe quoi, c'est-à-dire que le moindre geste mal pensé, ne serait-ce que d'aller faire un besoin naturel à 15 mètres de ta tente, quand tu vois pas, faut pouvoir la retrouver, quoi. Donc si tu n'accroches pas ta ligne de vie avant d'y aller et que tu vas à la fleur au fusil et bon, certes, tu n'as pas pissé contre le vent, mais il faut bien penser à revenir et ça peut avoir des conséquences dramatiques, quoi. Parce que si tu es à -20 la nuit, comme les températures qui pouvaient être annoncées, sans protection, ça peut tourner mal, quoi. Donc là, fin du 2e jour, je me dis, ça va être chaud. Un message, un truc, un appel de tes filles, quelque chose qui fait que ça te... Non mais en fait de toute façon il n'y a pas d'option où je vais pas au bout, quoi. Alors on avait toujours un échange avec le PC qui était à la base, l'agence, donc savoir, on se briefait pour savoir où j'en étais, si ça se passait bien, tout ça, et j'avais ma femme et mes enfants qui eux étaient en France. Alors, dans un temps restreint, parce que les communications satellitaires permettent pas de passer 20 minutes au téléphone. Mais oui, j'avais... Et tu leur dis le premier jour, je suis pas arrivé au point de bivouac et tout, ou tu gardes tout pour toi? Non, je dis pas tout. Non, je dis pas tout. Et autant avec Will, le gars de l'agence, on se dit tout. On se dit, ça va être chaud. On essaye même de revoir avec... les fournisseurs de l'outil de guidage, si on peut affiner les choses pour que ça soit plus précis. Donc Gossens d'ailleurs, qui est à Lyon. Yes. et donc à 3e jour, je pars le matin, je suis pas hyper chaud, sachant que dans la nuit j'ai essuyé une tempête dingue. À minuit, il y a un vent qui s'est levé, qui a arraché un ancrage de la tente. Mettre des ancrages dans du sel, c'est complexe. C'est comme aller sur le parking d'une grande surface et vouloir planter une tente, quoi. Le sel, c'est aussi dur, quoi. Et quand on en a un qui s'arrache, forcément la tente elle flotte. Sortir et faire une prise au vent, c'est un peu risqué. Donc j'ai essayé d'accrocher vers l'intérieur. Ça tenait pas, donc j'ai tenu de minuit à 4 heures. En gros, j'avais l'impression d'être dans une machine à laver où dès que je lâchais le nylon de la tente, ça partait dans tous les sens. Et il n'y a rien autour. Et il n'y a rien autour. Là, on est dans les premiers jours, ils sont à environ 150 km l'équipe. Vite. Et voilà, donc je me couche à 4 heures, je suis fatigué, j'ai froid parce que j'étais en dehors de mon duvet. Et je me réveille, donc 2 heures après, avec la tente sur la tête. C'est-à-dire tout s'est effondré quasiment. Pas pleinement, mais j'ai la toile qui me touche. Et donc j'ai un geste, je repousse avec mes mains la toile et j'entends quelque chose qui glisse dessus.
Okay. C'est bizarre. Et j'entends des gouttes, des grosses gouttes, alors que normalement, saison sèche. Je me rappelle, hein, pas forcément de pluie. Et c'est du sel, donc s'il y a beaucoup d'eau, ça se transforme en eau. Et en fait, voilà, il neige. Donc je sors et je me rends pas compte. Je comprends pas vraiment, parce que j'entends bien que ce qui tombe, c'est lourd. Et quand je sors dehors, forcément, la neige sur le sel, ça fond tout de suite. Mais sur la tente, j'ai déjà 15-20 cm de neige. Oh là. J'ai l'impression d'être dans un dessin animé à Tex Avery où c'est tombé que sur ta tronche, quoi. Ah ouais. Et là, tu te dis, putain, ils m'ont dit que les dieux seraient pas contents. Mais non, mais complètement. Ah bah oui. Et entre-temps, moi, ce que je mesure pas, c'est que ma femme qui regarde elle suit en fait mon tracking et elle voit en fait une sorte de dessin en étoile autour où tous les points sont éclatés parce que le signal GPS n'est pas très bon, tu vois. Avec la neige. Donc, et sa première pensée, c'est de dire, il est sorti de la tente, il n'a pas mis sa ligne de vie, et ce couillon, il tourne autour, quoi. Ah ouais. Et donc elle appelle tout de suite le gars de l'agence qui appelle la safety, tout ça. Il dit non mais là on est en train de partir, tu te rends pas compte, il y a une tempête de neige, on va avoir du mal à le retrouver et tout ça. Donc eux ils commencent à être énervés déjà contre moi là. Ils se disent tu vois, il a réveillé les esprits. Et donc ils arrivent 2 heures après, ils sont. Alors on avait prévu en plus ce jour-là de se retrouver parce qu'il y avait un direct qui était prévu avec France Inter, un duplex. Okay. Et donc on devait se retrouver à 10h. Au final ils arrivent plus tard juste pour mon départ de la marche. Et là, ils arrivent. Mais le premier réflexe, c'est de me prendre dans leurs bras et de m'engueuler. Tu vois, on t'avait dit, t'as réveillé les esprits. Ouais, et donc, et là, tu te sens bête, quoi, parce que tu peux pas mesurer ça chez eux, quoi. Et ça va monter en puissance toute la journée. Donc, je replie le bivouac. Donc, je pars. Déjà, il y a quand même pas mal d'humidité sur le Salar, alors qu'avant, c'était bien sec. 10h, on se retrouve pour le duplex avec France Inter. Je sors mon téléphone, le satellitaire, l'appel arrive, nickel, tout bien. Je décroche, pouf, tout s'éteint. Et là, j'ai plus de téléphone, j'ai plus de GPS, j'ai plus de tracking. Les batteries se sont vidées instantanément. Donc il y a une sorte de court-circuit en fait qui a tout flingué, quoi. Et puis tu es dans le présent, dans ce genre de moment. Et là, en plus, tu es en train de te dire, attends, j'ai mon direct que je peux pas faire. Ah ouais, mais à la rigueur, je dois marcher. À la rigueur, là, je m'en fous du direct. C'est-à-dire, t'arrives à. Je l'ai raté, mais par contre, après, je fais comment ? Ouais, ok. Et heureusement, moi, j'ai le double des appareils. Hein. J'ai tout en double. Il y a qu'un truc qui me pose problème, c'est que pour réactiver le tracking, il faut faire une manip. Et là, il faut que je contacte la France. Donc, il faut absolument que je contacte l'équipe en France qui va faire la démarche. Et j'ai pas envie de me fatiguer avec ça dans la journée. J'ai qu'une envie après, c'est de remarcher, quoi. Donc on appelle quand même, on arrive à voir France Inter avec le téléphone du médecin. On fait l'interview, il me demande si tout va bien, tout va bien. Bien sûr. Sauf que quand je raccroche, je dis ouais, d'accord, on fait comment ? Et donc l'équipe m'a suivi, là à vue, parce qu'ils n'avaient plus de tracking sur toute la journée. Ce que j'ai pas mesuré, c'est qu'ils ont eu des emmerdes toute la journée. Ils ont crevé 2 fois, ils ont dû faire intervenir quelqu'un qui est venu d'Uyuni spécialement dans un bus qui traverse une fois le désert. Enfin, c'était complètement improbable. Okay. Le médecin m'a raconté ça après. Elle me dit j'ai pas compris à un moment donné. On a roulé, on a suivi un bus, on a arrêté le bus. Il y a une petite bonne femme qui est sortie avec une pompe à vélo pour réparer le pneu de la voiture. Et après, avec du coca et je sais pas quoi, il a réparé le pneu. Bon. C'est la magie en même temps de ces pays dingue. aussi. C'est ça, MacGyver. Ouais. Et donc à 15h, après moi j'ai marché, je dois avouer que cette journée-là n'a pas été si complexe que ça. Ce qui m'embêtait surtout, c'était l'humidité, la neige qui est tombée jusqu'à 14h. Est-ce que là-bas pour marcher, parce qu'en altitude dans ces pays-là tu mâches de la coca, donc est-ce que tu as eu ce truc, ce rite culturel de devoir mâcher de la coca pour que... La première semaine en fait, dans la semaine d'acclimatation, il faut s'habituer à l'altitude, hein, on arrive à El Alto à 4200 mètres, c'est l'aéroport le plus haut du monde, et donc on est souvent à ces altitudes aux environs de 4000 mètres, donc il faut que le corps s'habitue. Et donc j'avais prévu déjà à l'avance, j'avais pris d'ailleurs, avant de partir, de l'homéopathie, des granules de coca. Ok. Et quand on est allé pour les premières reprises d'activité physique, faire un trek sur le lac Titicaca, sur les îles du lac Titicaca, là, au retour, il y a le guide qui me dit « Je voudrais t'initier à quelque chose. » Est-ce que je vais faire un trip en ayahuasca ? Et en fait, le chauffeur du taxi
mâchait de la coca mais en permanence. Et donc il me sort un petit pochon et il me dit voilà, je t'explique, tu as une feuille, tu l'ouvres en deux, tu enlèves le petit fil au milieu, tu la replies en 4, tu la mâches 3 fois avec tes dents et ensuite tu la mets entre ta gencive et tes dents et tu vas voir, ça va te permettre de lutter contre le mal des montagnes, c'est anti-stress, c'est anti-fatigue et ainsi de suite. Donc ouais, j'en ai eu. Ils m'ont laissé un pochon pour la traverser. Donc, avant que j'ai plus ou moins utilisé, mais bon. Avant que la coca soit transformée pour que les jeunes occidentaux fassent la fête, le nez plein de cocaïne. Ils n'ont pas du tout. En fait, eux là-bas, ils n'ont pas cette consommation, même s'il y a des dérives. La feuille mâchée. Ouais, voilà. Mais c'est enfin, je veux dire, tout le monde, tous les anciens, tous les gens dans la montagne mâchent de la coca et c'est normal et c'est pas. Il n'y a rien à voir avec la cocaïne. Il ne faut pas faire le parallèle, même si dans la culture il y a du trafic. Bien sûr. Il peut y en avoir, mais dans la population c'est clair. Donc toi tu marches 2 jours, 3 jours, 4 jours. Ouais, 3 jours. Fin du 3e jour, nouvelle tempête. Et là, comme je te disais, ils ont galéré toute la journée, l'équipe. Et ils veulent sortir, ils veulent partir. Ils veulent rentrer parce que la tempête est annoncée. Ils commencent à... on peut dire, hein, ils ont peur. Et moi, j'entends pas, encore une fois, j'entends pas ça. Quoi. Enfin, je suis les 15h, je me dis, j'arrête à 16h, il me reste 1 heure. Quoi. Laissez-moi encore un peu aller au bout, puis vous allez rentrer. Quoi. Enfin, c'est pas un problème. Sauf que ce que je sais pas, c'est que les effets de la pluie sur toute la journée et le fait que le désert était déjà pas aussi sec que les années précédentes. Il y avait une zone sur le pourtour, c'est à peu près 8 km où il y a de l'humidité, ça fait un peu comme des sables mouvants. Et pour traverser ça en 4x4, c'est vraiment quelque chose de particulier. C'est-à-dire il faut limite surfer sur cette saumure-là, et on est toujours il ne faut jamais perdre la motricité, sinon le véhicule se tanque et il est absorbé complètement. Donc, et ça, moi, je le sais pas complètement. Enfin, j'ai pas cette info. Quoi. Et t'as pas le risque, toi, à pied, d'atteindre ces sables mouvants? Non. Parce qu'en fait, t'es dans un endroit qui est pas... Moi, je suis vraiment en centrale. J'ai vu ces parties-là sur les bouts, mais j'y suis pas. Et donc, là, on me dit, bah non, tu sais, l'équipe, de toute façon, là, ils vont partir. Parce qu'ils vont même pas avoir le temps. Ils peuvent pas rentrer chez eux. Là. C'est plus possible. Donc, en fait, eux, ils vont sortir au plus proche. Ils vont aller au pied du volcan Tonopah. Il y a 2 options. C'est soit tu restes et de toute façon, ils n'interviendront pas. Donc, s'il t'arrive quelque chose, bah, voilà, il n'y a plus de safety. Soit tu sors avec eux, et puis demain, ils te repositionnent au point où ils t'ont extrait. Donc, bah, je mesure que pour eux, déjà, il y a un enjeu de sécurité. Il y a 2 personnes de plus dans l'équipe qui sont arrivées. Donc, cette petite dame qui est la femme du chauffeur, qui est venue leur donner un coup de main. Et puis, le matin, la directrice de l'agence qui est dans l'équipe de l'agence locale est venue avec sa fille de 3 ans. Et là, moi, je me dis, mais eux, là, ils sont comment? Ils ont rien, en fait. Ils ont rien. Moi, j'ai encore mon équipement, mais eux, ils ont rien. Quoi. Donc, je me dis, bah, par respect, je peux que sortir. Et quand je sors, je me dis, c'est la fin, quoi. Ils me disent qu'ils vont me redéposer, mais demain, ils ne me redéposeront pas. Il faut arrêter, quoi. Et donc, on passe une soirée plutôt soudée, en fait. C'est assez chaleureux, très chaleureux. Et moi, du coup, j'arrive à reprogrammer bien mes appareils. Je fais la procédure avec la France pour qu'on me remette les trackings. J'arrive à recharger un peu de batterie. Et donc, le lendemain matin, promesse tenue. Ils me laissent au point où ils m'ont extrait et je repars. Et là, je suis gonflé à bloc, quoi. Là, j'ai déjà presque 12 kilos 10-11 kilos de moins à porter. Hein, je bois 3 litres d'eau par jour. Je mange 1 kilo de nourriture. Donc ça, là, déjà, c'est moins lourd. Bon, c'est plein de flotte, par contre. Mais là, j'enquille. C'est-à-dire que les premiers jours, j'ai fait que 12 bornes, 12-16, je crois. Et là, dès le 4e jour, ça y est, j'attaque, je fais 30 bornes. Quoi. Je me sens volé. Et là, j'y crois. Ça y est, là, c'est parti. Quoi. Et après, il y a les zones à trous. Les zones à trous, c'était un des dangers principaux. Et donc, les zones à trous, ce qu'ils appellent les Oros del Salar, c'est des zones où l'eau va s'évacuer. Une partie qu'on avait reconnue,
et il ne fallait absolument pas que je tombe, quoi. Voilà, et je tombe dans un truc comme ça, c'est foutu. Il faut imaginer qu'il y a des trous qui font 15 cm de diamètre, il y a un petit peu d'eau dedans, on va se tordre la cheville. Et puis il y en a d'autres qui font 1 mètre de diamètre. Et moi, le jour de reconnaissance, je mettais l'entièreté de ma canne, qui fait 1,45 m, tout mon bras, je ne touchais pas le fond, je la faisais tourner sur les côtés et je ne touchais pas les bords. Ok, ouais, donc ça, c'était chaud, quoi. Donc là, un peu de stress, mais la technique qu'on avait mise en place était plutôt pas mal. Je marchais sans canne là-bas. Un sentiment de liberté, mais important. Ouais. Juste des bâtons de marche de temps en temps pour me soulager un peu les épaules. Et sur ces passes-là, en fait, j'allais taper en arc de cercle. Pardon, j'arrête pas. J'allais taper en arc de cercle 4 fois avec le bâton pour taper la croûte de sel et voir si ça passait. Mais c'est passé. Et donc tu arrivais quand même à avancer au bon rythme. Ah ouais, bah là, du coup, j'allais beaucoup plus vite qu'au début. On va dire sur les rythmes du début, j'étais peut-être à 2 km/h. Ouais. Alors qu'après, je pense que sur la fin, j'étais sur un rythme de marche de 6-7. Donc tu arrives au bout. Et j'arrive au bout du 7e jour avec les 140 km à Playa Blanca, qui est l'endroit où les touristes passent et où je viens planter le drapeau de la France. Et puis après, conférence de presse et ainsi de suite. Il y avait une belle fête organisée, tout le monde était rassuré. Ouais, on a fait simple en fait à Playa Blanca. Par contre, en revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que dès que j'ai mis le pied sur le sol bolivien, on a été reçu comme une délégation ministérielle. C'est-à-dire, je suis descendu de l'avion. Dès la sortie de l'avion, là, il y avait le ministre du Tourisme et de la Culture qui m'attendait. Moi, je venais de me taper 21 heures de transport. Il me dit « Go, 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 on va à la conférence de presse !» Ouais, on y va, ouais. Et le médecin qui était derrière moi, qui commençait à ressentir le mal de l'altitude, qui me dit « Non, mais écoute, je suis pas très bien, je vais rentrer. » Tu as gardé un lien avec le pays, tu as gardé un lien avec... Ouais. J'ai gardé un lien avec la personne qui a géré l'expédition sur place. Vraiment les locaux. T'as amené tes enfants là-bas? Ou c'est un projet? Mais non, j'aurais bien voulu. Et ils étaient petits. Et maintenant, c'est un projet de potentiellement leur faire découvrir. Là, pour ne rien te cacher, j'aimerais bien l'année prochaine y retourner. On travaille dessus. La situation géopolitique a un peu changé en Bolivie. Donc c'est ce qui me retient un petit peu pour le moment. Mais l'idée, c'est de leur faire découvrir le salar. Et puis moi de reprendre contact avec ce Tunupa qui a été, comme on l'a dit avec Sylvie le médecin, on s'est senti les réfugiés du Tunupa. Cette nuit de tempête là, où on n'a pas eu d'autre option, on s'est dit que on a été saisi en fait par le mythe parce que les Boliviens entretiennent, et à plusieurs fois on s'est dit non mais ce qu'ils nous racontent, on n'est pas croyants en plus, ça saisit quand même. Écoute, s'il y a besoin d'un média qui suit l'aventure atypique en Bolivie, au Tunupa, franchement, on peut faire un bel épisode. Moi, je veux bien suivre Avec plaisir, on programme ça. Merci Alban, tu viens de nous faire voyager. Et en tout cas, là, moi, j'ai très envie de découvrir la suite est beaucoup plus dans le détail, mais là j'ai pris un bon envol déjà, sans avoir besoin de mâcher de la coca. On a un petit gimmick dans Atypique, c'est que l'invité d'avant t'a posé une question et tu poseras une question à l'invité d'après sans savoir qui il est. L'invité d'avant, c'était Stanislas Carmon, acteur du film Un petit truc en plus, qui a cartonné dans toutes les salles. Un Français sur 3 l'a vu. 20 millions d'entrées quand même. C'est pas rien. Belle réussite. Et puis, il est journaliste au Papotin, chanteur dans le groupe de rock alternatif Astéréotypie. Sa question, elle est simple. Et je pense que tu y as en fait déjà presque répondu. À ton avis, est-ce que tu aimes voyager autant que lui ? Est-ce que j'aime voyager autant que lui? Alors, je ne connais pas son goût pour le voyage. Après, je ne sais pas quel appétit il a du voyage. Mais moi, oui. Alors après, j'ai peu voyagé quand même. Je ne suis pas un grand voyageur dans l'âme. De base, j'ai fait des petites choses. Mais je crois que j'y ai pris goût. Et j'ai envie à nouveau de redécouvrir... des lieux, faire des rencontres, parce que non seulement la Bolivie en tant que telle m'a séduit par
par ces pays, je dis ces paysages, même si je ne les vois pas, mais sur le fait de les ressentir aussi dans la cordillère des Andes comme ça, jusqu'à 5000 mètres, et des villes dingues comme La Paz où il y a 2 millions d'habitants alors qu'on est en pleine montagne. Ces plateaux andins qui sont immenses et où c'est tout plat. Ces différents déserts, la forêt amazonienne, j'ai fait la route de la mort, c'est un lieu, c'est affolant, et surtout l'accueil réservé par les Boliviens. Mais t'es à 1000 lieues de penser ça. C'est des gens qui sont très pauvres et ils donnent tout, voire même plus que ce qu'ils ont. D'une générosité, d'un contact tactile. On est dans la vérité, en fait. On est dans quelque chose, d'un contact qui n'est pas calculé. Et moi, ça m'a vraiment touché, quoi. Écoute, je crois que là, on a tous envie d'aller, très envie d'aller en Bolivie. On a très envie d'aller en Bolivie. Moi, en tout cas, ça m'a donné vachement envie de découvrir plus ce pays. Et il y a peut-être quelque chose à imaginer. Ouais. Est-ce que tu as une question pour l'invité d'après ? J'y ai pas suffisamment réfléchi, mais je pense que moi, je me questionne aujourd'hui. Ce projet qu'on a porté, forcément, c'est pas un projet juste pour interpeller comme ça. Hein. C'est pas un projet seulement à l'effet waouh. C'est vraiment un projet pour rentrer en contact avec les personnes et pour ensuite expliquer comment les choses sont possibles. On parle d'ouvrir le champ des possibles et comment c'est transférable dans le quotidien personne autour d'outils d'accessibilité, de stratégies de compensation ou de relations humaines. Et là-dessus, en fait, j'ai un questionnement. Aujourd'hui, on est beaucoup sur... on parle de société inclusive, énormément. Et moi, ça ne me parle pas du tout. Ça me heurte même aujourd'hui. Je pense que c'est un discours qui est tenu essentiellement par des politiques pour se faire valoir ou pour se donner bonne conscience. Et je voudrais qu'on utilise autre chose. Et donc, peut-être que l'invité qui va suivre, je voudrais savoir la réflexion qu'il peut avoir autour de ça, de ce terme de société inclusive, et comment on pourrait aborder les choses différemment pour qu'on soit plus dans une construction de vivre ensemble avec de la simplicité, tout simplement, dans la relation. Parce que je pense que si... on s'autorise à rencontrer les gens, on en a parlé tout à l'heure autour de la pédagogie. Je pense que si la rencontre se fait, si l'échange se fait, on avance ensemble et les choses ne sont pas si difficiles que ça. C'est un beau... Alors c'est une très belle question et un beau message que tu passes avec des valeurs que je partage à 200%. Il y a une atypique qui a commencé à répondre à ça, c'est Tiffany Mazar qui a fait un épisode il n'y a pas très long, qui fait partie des premières en fait, elle est devenue au micro d'atypique. Et Tiffany, elle a un projet de faire rentrer dans le dictionnaire français l'apérision et de donner la définition qui serait l'inverse de l'inclusion. Elle aimerait qu'on remplace l'inclusion par l'apérision, parce que l'apérision, ça vient du latin qui est d'ouvrir les barrières, d'ouvrir les possibles, qui nous a donné un mot qu'on connaît bien en France, c'est l'apéro. Mais je pense qu'il y a un vrai enjeu. Et tu vois, la baseline de Kinea, c'est vers un monde plus inclusif. Et on a une grosse réflexion en ce moment pour le passer vers un monde pour tous, ou en tout cas sortir de ce terme-là qui... En fait, le problème, c'est qu'on est toujours 10 ans trop tôt. Et donc, en fait, l'inclusion raccroche, mine de rien, le grand public aux questions du handicap. Donc, ce qui est complexe, c'est qu'à la fois, on a besoin de termes simples que tout le monde comprend pour rassembler. Et en même temps, quand on a les deux pieds dedans, on se rend bien compte qu'il n'y a pas deux mondes qui doivent vivre en parallèle et qu'il n'y a pas le monde des non-handicapés qui doit inclure celui des handicapés, etc. Donc, c'est un débat qui est hyper c'est ce que je te disais tout à l'heure. Le monde du handicap, pour moi, ça me heurte. On est tous dans le même monde, donc on est là pour vivre ensemble. Et après, je pense que le fait d'aborder justement ce terme d'inclusion, c'est déjà nous rappeler sans cesse qu'en fait, on n'y est pas. Certes, il y a des intentions, et tant mieux, hein, et ça bouge. On ne peut pas dire le contraire. Rester positif. Quand Entre même. 75 et aujourd'hui, il y a eu 2-3 choses de faites. Mais oui. Bon, après, on se rend compte qu'aujourd'hui, les lois ne sont pas forcément appliquées. Hein. Si on parle d'accessibilité, depuis 2005, je crois qu'il y a un petit peu de retard. Mais
Oui, je pense qu'il y a une vraie réflexion à mener là-dessus, sur, sans mauvais jeu de mots, sur le regard qu'on a sur le handicap. Est-ce qu'il faut qu'on continue aussi à parler de handicap par le fait que ce soit restriction? Est-ce que le handicap, il n'y a pas autre chose aussi que les personnes dans leur ipséité peuvent transformer par une valeur ajoutée? Alban, on est en train de repartir sur un deuxième épisode qu'on fera au coin du feu dans le désert bolivien, je pense. Non, mais en fait, évidemment qu'il y a beaucoup de choses. On n'a pas parlé de toute la suite parce que, mais on réabordera tous ces sujets-là ensemble. Je tiens à te remercier parce qu'on ne se connaissait pas avant. Et vrai. Là, c'est une vraie rencontre. Il y a beaucoup de choses que tu as dit qui m'ont profondément touché. Tu as une histoire qui est incroyable et je dois te dire que tu la partages avec une sincérité et une authenticité qui fait du bien. Donc merci. C'est un plaisir et je te remercie de m'avoir permis aussi de m'exprimer de cette façon, parce que tu mets aussi le cadre qui fait qu'on est très à l'aise. Et merci et je te dis à très bientôt, Alban. Merci beaucoup.